Hello, Hello, welcome to Film Explorer Film Explorer, podcast series. Fabrica, 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 Fabrica. Bienvenue au podcast de Film Explorer Fabrica dédié aux faiseurs de cinéma. Aujourd'hui, on a un grand plaisir d'avoir chez nous, c'est pas de réalisatrice, mais c'est de curatrice et programmatrice de la section Open Doors du Festival international de films de Locarno, section auquel on va dédier toute notre attention, une section aussi en péril de disparition. On va en parler avec nos deux curatrices, justement, Delphine Jeanneret et Aibin Dow. Je commence à présenter Aibin Dow, née au Gambia, diplômée à la Sorbonne Nouvelle, programmatrice, notamment au Festival documentaire C2 Africa et au Durban International Film Festival South Africa, coordinatrice au centre Yenenga de Dakar et aussi avec des expériences de travail dans la distribution comme chez Sudo Connexion. Mais on commencera donc, bienvenue à Abby. Un plaisir d'être là. Et on commencera à discuter avec Delphine Jeanneret, un visage certainement connu dans le panorama suisse. Delphine est curatrice et programmatrice, entre autres et notamment du Festival international de court-métrage de Winterthur, et aussi maître d'enseignement à l'AED de Genève, l'école de cinéma de Genève, et entre autres cofondatrice du Festival Jean Public à Lausanne. Je m'arrête ici, je pourrais continuer. Tes engagements sont multiples et notamment sont importantes pour le Open Doors, la section Open Doors au Festival Locarno, où tu es présente et tu travailles depuis déjà quelques années. Donc, bienvenue Delphine. Merci, bonjour. Et justement, je commencerai avec toi parce que j'aimerais bien savoir comment Open Doors, après beaucoup d'années dédiées à beaucoup de pays, à beaucoup de continents, beaucoup de régions du monde, consacre maintenant 4 années, dont justement cette année est la première, au continent africain. Est-ce qu'il s'agit d'un effet de turnover naturel, je dirais, en tournant maintenant le regard vers l'Afrique? euh, Auquel je pense Open Doors, ça fait bien longtemps que n'avait pas tourné son regard, ou bien il y a quelque chose de particulièrement mûr, il y a quelque chose de particulièrement fort qui a motivé l'équipe d'Open Doors de se tourner à l'Afrique en ce moment. D'abord, merci beaucoup de nous accueillir. Euh, En fait, je pense que ça faisait depuis déjà très longtemps qu'on voulait faire un focus sur le cinéma du continent africain. Et puis, aujourd'hui, après les différentes éditions, donc chaque édition de Open Doors consacre plusieurs années sur des régions spécifiques. Et les 3 dernières années étaient consacrées à l'Amérique latine, Amérique centrale et Caraïbes. Et ce qui fait que ça nous a amené aujourd'hui à aussi plus sur le continent africain et sur le cinéma continent africain. Notamment en continuité avec aussi, toutes les discussions qu'il y a eu ces 3 dernières années autour du cinéma des Caraïbes en particulier, qui est aussi fortement relié au cinéma du continent africain. Alors l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent, c'est énorme, très varié, aussi selon des traditions de cinéma développées depuis longtemps et très différentes entre elles. Et comment vous êtes pris pour choisir année par année des focus, des accents, et surtout comment vous avez impliqué IB, c'est-à-dire aussi le choix des curateurs, des programmateurs, du comité de sélection. Ça fait partie du bagage du réseau d'Open Doors qui est très large depuis longtemps, ou comment vous avez eu des critères spécifiques pour vous orienter dans ce premier volet, notamment 2025? Alors, on ne va pas faire des focus spécifiques sur des pays en particulier par édition. C'est vraiment plutôt orienté en fonction des projets
qui ont été soumis au comité artistique de Open Doors, des productrices aussi qui ont envoyé leur soumission aussi, leur profil pour participer à l'atelier pour les productrices et les films, courts et longs métrages qui sont montrés. Donc c'est vraiment un programme qui est un programme aussi qui fait partie du côté industrie du festival et donc qui veut aussi mettre en avant des projets de films, mettre en avant des productrices et la partie visible, la partie publique qui est celle des films qui sera montrée tous les matins dans le cinéma Coursal. Donc, il n'y a pas un focus particulier sur certains pays. Ceci dit, il y a un focus sur 42 pays du continent. Donc, pas tous les pays font partie pas tous les pays du continent africain font partie de notre focus. Et puis, voilà. Je ne sais pas si toi, tu veux rajouter peut-être quelque chose par rapport justement à ce focus sur ces 42 pays. Après, pour moi, au moment où j'ai été invitée par Zoussi à l'époque à rejoindre le comité artistique et spécifiquement la programmation aux côtés de Delphine, il y avait déjà ce choix, cet arbitrage qui avait été fait d'avoir donc 42 pays sur 54. Et donc, je pense que c'était aussi des questions comme là, le souhait aussi, c'est de créer du lien entre la Suisse et le reste du continent, mais aussi entre le marché européen et les marchés africains. Euh, L'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord ayant par ailleurs déjà des liens avec d'autres territoires assez forts, donc l'Afrique du Sud avec bien évidemment les États-Unis, mais pas que, aussi avec l'Europe, aussi avec le Brésil, où ils ont des accords de coproduction, et l'Afrique du Nord étant aussi rattachée au marché panarabique. Je pense que le souhait, c'était aussi de se dire qu'on allait vers des territoires qui avaient un peu moins cette structuration, même s'il y a plein de choses qui existent, mais qu'ils avaient un peu moins ces relais, en fait, et ces contacts euh, internationaux. Donc, on le rappelle, Open Door, c'est vraiment une section hybride au sens où être tourné au public pour montrer des films, faire découvrir des œuvres, mais en même temps, il y a un ancrage très fort dans l'industrie. Ça veut dire c'est aussi une section qui est dédiée justement au networking et surtout à créer des nouvelles synergies par rapport à la production. Donc j'imagine qu'en tant que curatrice, c'est pas donné parce qu'il faut tenir en compte beaucoup d'éléments. Donc, notamment cette relation avec la Suisse et avec le panorama des productions européennes. Est-ce que le fait, par exemple, qu'un auteur ou une autrice a déjà des connexions, est déjà bien réseauté, disons comme cela, en Europe, est-ce que ce serait un élément d'avantage? On lit des noms qui ont déjà une carrière de festivals comme le Moang Mosese, par exemple, qui sera présent ici à Locarno, mais ou bien c'est plus un désavantage, c'est-à-dire l'intérêt, c'est vraiment d'aller découvrir des talents et des pays et des systèmes de cinéma peut-être plus fragiles qui ne sont pas vraiment encore connectés. Donc, comment vous orientez là-dessus? Je dirais que c'est peut-être un petit peu différent selon les trois programmes. C'est-à-dire que pour les films, là, ce qui est les films dont tu parles notamment, là, l'idée, c'était vraiment de montrer des films des 3, 4 dernières années et puis de présenter au public des longs, des courts-métrages qui montrent différentes façons, en fait, de raconter des histoires, qui présentent des films de fiction, des films documentaires, des films plus hybrides, plus expérimentaux, et vraiment de montrer un peu le panorama de la production contemporaine et d'avoir accès en fait à des œuvres aussi qui ne sont pas montrées très fréquemment dans les festivals en Suisse, mais aussi en Europe ou à l'international.
Et encore moins si on parle des courts-métrages, bien sûr, puisqu'on sait que les courts-métrages ont encore moins de visibilité que les longs. Donc la section des projections, je dirais que c'est ça. Après, pour ce qui est des projets et des productrices, là, on parle vraiment des projets, des potentiels de projets, de développement d'un film. Donc, il faut que que le projet soit au bon stade aussi, et qu'il y ait une dimension, qu'il y ait peut-être déjà une coproduction, mais pas forcément en fait. C'était pas une, une volonté qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. Et après, il n'y avait pas du tout le souhait, même si après, c'était des conversations, étaient des discussions, d'exclure des personnes qui auraient déjà une certaine connexion. Parce que, bien entendu, un des souhaits, c'était quand même, en tout cas, surtout pour les projets et pour les producteurs, ça doit être des gens qui ont un peu d'expérience déjà. Donc, forcément, si les gens ont un tout petit peu d'expérience, ils sont un tout petit peu connectés, que ce soit à un réseau et à un network continental sur les marchés qui existent en Afrique du Sud, en Égypte, au Maroc, au Sénégal, en Afrique de l'Est, au Kenya, euh, pour ne citer que, mais aussi à l'international, dans les grands festivals qu'on connaît tous et dans d'autres espaces. Donc, c'est déjà des gens qui, comme Jeremiah Lemoyne Moses, mais aussi d'autres personnes, peuvent effectivement déjà avoir des connexions. Et l'idée, c'était de, bien entendu, renforcer ces connexions et aussi permettre, par moment, de renforcer ces connexions intercontinentales, mais parce que des fois, comme ces rendez-vous n'existent pas toujours sur le continent, là, c'est aussi l'occasion, par moment, pour des gens d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest de pouvoir se rencontrer dans ces espaces-là, parce que, comme on l'a dit, Locarno, c'est pendant le festival, mais enfin, Locarno Open Doors, c'est pendant Locarno, mais c'est aussi en amont. Donc, du coup, il y a aussi des workshops, il y a aussi des sessions de travail, il y a aussi, donc voilà, donc ils ont déjà aussi eu un temps préalable pour travailler, échanger, discuter, parler de problématiques communes ou différentes. Et c'est sûr que la question, en tout cas, aussi de la diaspora s'est posée de, bon, ben, et quand je dis diaspora, c'est plutôt au sens de, il y a des gens qui viennent du continent, mais qui sont basés en Europe depuis longtemps, sachant qu'on sait que c'est des questions qui nous traversent aussi. Par moment, quand on est de la diaspora, qu'on réside en Europe, bah, c'est plus simple d'avoir accès à ce marché, d'avoir accès à ces connexions, parce qu'on est plus proche, en fait. Et donc, l'idée, c'était pas de rejouer ça, mais en même temps, c'était pas non plus de priver la diaspora ou certaines personnes qui résident hors du continent, si le projet était bon, si ces gens aussi racontent des histoires d'un point de vue du sud, des suds globaux du continent et ancrés, bah, du coup, ils avaient toute leur place. Donc, je pense que ça a été beaucoup de conversations qui se sont plus jouées, je pense, au niveau des projets et des producteurs. Mais en tout cas, Delphine et moi, on était aussi impliqués dans ces conversations-là. Donc, ça a été beaucoup de temps d'échange, d'analyser les profils de chacun et les territoires de chacun et les réalités de chaque pays et de chaque industrie locale. Donc, voilà, ça a été beaucoup de cas par cas, en fait. Ça, Oui, ceci aussi, ah pardon, ceci aussi, ça permet de rebondir sur la question de l'équipe, parce que c'est vrai qu'on était une équipe aussi, on a beaucoup collaboré en fait sur toutes ces questions, une équipe qui était partiellement l'équipe de Locarno justement, et partiellement aussi une équipe de consultants, consultantes artistiques qui sont basés dans différents pays du continent africain et qui ont justement des relais aussi locaux, qui connaissent très bien les projets en développement dans les différentes régions, dans les différents pays, qui ont des profils de productrices, de spécialistes de l'industrie, de programmatrices aussi. Donc c'est vraiment aussi, c'était aussi justement tout un enfin, des discussions vraiment aussi très politiques, très engagées et qui permettaient de vraiment cibler sur ce dont les projets pourraient avoir besoin
pour pouvoir s'élever en fait et bénéficier un maximum de ce qu'on peut offrir sur place. Je trouve très fascinant et très important ces points-là, parce que justement, c'est une question qui me fascine et qui est d'ailleurs aussi une question qui était très débattue, la dimension des coproductions interafricaines. Parce que justement, une des conséquences du passé colonial, et qui n'est pas nécessairement toujours un passé, malheureusement, c'est justement le fait d'avoir après une liaison prioritaire entre Afrique et pays européens ou de l'Amérique du Nord. Donc l'idée de casser ce type de système, ce type de va-et-vient, pour mettre en communication et utiliser des plateformes qui ne sont pas nécessairement suisses, mais sont aussi internationales, comme un festival international, justement celui de Locarno, pour justement créer ces dialogues qui pourraient amener aussi à renforcer les relations de coproduction interafricaines. Mais je trouvais également intéressant aussi cet autre côté, de prendre en charge, je dirais, le fait de la diaspora comme un fait aussi justement de réseau et des liaisons et de traditions, parce qu'il y a des véritables traditions qui se sont construites à travers la diaspora. Et donc, je pense que à travers la programmation et la collation, vous allez vivre tout ça, j'imagine, les discussions que vous avez eues justement politiques et comment aussi tout simplement créer. Intéressant aussi cet aspect du team, parce que finalement, il faut aussi, je pense, dépasser l'idée, voilà, il y a un team suisse qui s'occupe de pays lointains, etc. Mais c'est plutôt de créer une plateforme qui est depuis sa formation et son style de travail très mixte. Donc je pense qu'il y a chez Open Doors ce type de sensibilité. Si j'ai bien Euh, compris. Voilà. Oui, bah, je pense que c'est essentiel en fait. Ça fait pas sens de faire un projet comme ça si l'équipe est uniquement suisse ou européenne. En fait, l'idée c'est vraiment de pouvoir échanger, de pouvoir apprendre aussi les uns les unes des autres, de pouvoir discuter, de pouvoir aussi parler beaucoup de processus de travail. On a beaucoup parlé de ça aussi, comment on s'organise en groupe, en collectif, comment est-ce qu'on met en place certains projets, certaines manières de travailler, de collaborer, qu'est-ce qui fait le plus sens aussi pour nous, pour les personnes qui vont bénéficier de ce qu'on va leur proposer. Donc, voilà, ça va aussi bien au-delà, en fait, de ce qu'on montre et de ce qu'on va faire, mais c'est toute une réflexion sur une manière de réfléchir et d'envisager, en fait, la production, d'envisager la réalisation, la programmation. Hum, hum. Ouais. Et même, enfin, moi, je sais qu'une des choses que j'avais aussi trouvé intéressante, c'était que même dans l'équipe, on va la qualifier d'équipe suisse, mais l'équipe qui, en tout cas, a travaillé sur les éditions précédentes, il y a aussi des gens qui viennent d'autres territoires, il y a des gens qui viennent du Brésil, donc il y a des gens qui viennent, voilà, les deux personnes d'ailleurs qui sont pas suisses sont du Brésil, je crois. Et après, dans l'équipe artistique, donc à part moi qui suis Sénégal, Gambie, on a aussi Yanis Gaye, qui est Head of Studies, qui est aussi Sénégal-Bénin. Ensuite, on a deux personnes d'Afrique du Sud. Mitchell Harper, qui, lui, justement, a déjà travaillé pour un autre grand marché, un des grands marchés du film, le Durban Film Mart, en Afrique du Sud. Et Tiny Mongwe aussi, qui est une productrice avec des années de carrière au sein de la compagnie Steps aussi. Et ensuite, on avait aussi un comité de sélection qui, lui, permettait aussi d'avoir des retours, des regards et des points de vue de territoire du continent que nous ne couvrions pas. Donc avec l'Afrique de l'Est, avec Phoebe Kioria, qui est aussi curatrice et qui a beaucoup travaillé dans différents labs en fait d'accompagnement, surtout en Ouganda. Fradik, qui du coup amenait plus ce regard sur les pays africains de langue lusophone. Et Mélissa, qui ramène l'Afrique de l'Ouest anglophone avec le Nigeria. Donc voilà, ça permettait vraiment d'avoir aussi, au-delà de l'équipe artistique qui était vraiment impliquée tout le long du processus, mais en tout cas sur le choix des projets
et des producteurs d'avoir aussi des regards ancrés de personnes de d'autres régions et des regards ancrés, pas parce que les personnes viennent seulement de ces endroits-là, mais parce qu'ils ont une réelle connaissance des pratiques et des réseaux et de ce qui existe en termes de marché, en termes d'industrie, en termes de création, en termes de, voilà, de cinéma, en fait. À ces propos, vu qu'on a déjà un peu touché des questions politiques, je voudrais continuer euh, sur ces niveaux parce qu'il y a une question qui me vient par rapport en spécificité des pays africains, mais non seulement, et de moins en moins quelque chose qui ne concerne pas l'Europe elle-même, c'est-à-dire la polarisation assez marquée entre riches et pauvres, on pourrait dire comme cela. Et donc, comment, quand on réfléchit par rapport à cela, on curate et on programme, euh, comment éviter, mais ça peut être une question plus générale, mais quand même importante, je pense, comment éviter une perspective exclusivement centrée sur les couches aisées de la société africaine? C'est-à-dire comment réussir à raconter, à non seulement à raconter des histoires qui ne parlent pas des couches aisées, mais de la raconter par des gens qui ont plus de difficultés, évidemment, à rentrer facilement dans ce cercle de production qui sont normalement, évidemment, euh, plus facilement voilà, de personnes qui ont un certain niveau social. Donc, est-ce que c'est un souci? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce qu'il y a des mesures? Est-ce qu'il y a un intérêt par rapport au fait de laisser émerger aussi des voix qui ne sont pas nécessairement l'expression des couches aisées de la société africaine? Ben, Je sais. peut-être que je commence et puis après je te laisserai compléter. Mais en fait, moi j'ai l'impression que une des réponses à cette question évidemment extrêmement importante et qui a traversé toutes nos discussions aussi, que ce soit par rapport au projet, aux productrices et aux films qu'on a programmés, bah, il y avait la volonté notamment de vraiment mettre en avant les courts-métrages. Et en fait, à partir du moment où on commence à chercher des courts-métrages, et ça ne concerne pas bien sûr que le continent africain, mais ben, il se trouve que la production aussi de courts-métrages permet en fait à des jeunes réalisatrices ou moins jeunes réalisatrices dont les moyens sont peut-être moins aisés de pouvoir produire, envisager en tout cas de réaliser un film. Et puis, ben, c'est vrai on a vraiment visionné beaucoup de courts et de longs, avec énormément de choix, en fait, énormément de possibilités. Et finalement, voilà, pour ne sélectionner au final, parce que la place est très restreinte et c'est extrêmement frustrant aussi. Mais donc, 5 courts-métrages et 8 longs-métrages. Bien sûr, on aurait pu en avoir encore vraiment énormément plus. Donc voilà, donc les courts-métrages aussi qui sont présentés là représentent aussi des voix qui sont peut-être moins privilégiées, qui sont en train aussi de se faire une place dans l'industrie du cinéma actuelle et qui vont justement pouvoir aussi présenter leurs films ici. Non, hein, globalement, je pense que... Est-ce que c'est là, par exemple, c'est aussi une façon de interpréter, parce que je vois que dans la présentation aussi sur le site web de Open Doors, le mot soutenabilité revient assez souvent. Donc, est-ce que c'est aussi une façon d'interpréter ce mot, ou comment vous l'interpréterez, ce mot soutenabilité? Hmm. Bah, Ouais, vas-y. non, non, mais je trouve que c'est intéressant parce que enfin, pour moi, sustainability n'est pas forcément sustainabilité, en fait. Enfin, donc, du coup, en anglais et dans ce qu'on en entend, ça tend pas exactement vers la même idée. Et en tout cas, parce que du coup, je pense que la plupart des textes ont en fait été aussi écrits en anglais et traduits ensuite.
Donc voilà, il y a toujours cette question de la traduction, pas que dans le cinéma, mais partout, qui est vraiment enfin, de l'importance des mots et de la valeur qu'on met derrière dans la langue dans laquelle on l'utilise. Et je pense que c'est cette idée de se rendre compte que effectivement, toutes ces personnes dont on parle, ces producteurs, ces projets n'ont absolument pas commencé aujourd'hui. Alors oui, l'histoire du cinéma sur le continent est effectivement plus récente que celle qu'on peut avoir en Europe, mais pour des raisons coloniales, parce qu'effectivement, avant les indépendances, il y avait donc des décrets coloniaux qui empêchaient les communautés de se filmer. Et donc, les personnes vivant sur le continent africain d'ascendance et d'origine africaine ne peuvent réellement s'emparer de l'outil cinéma qui du coup devient un outil d'empouvoirment, euh, pour continuer sur le mot anglais qu'on détourne, que à partir du moment des indépendances. Donc du coup, ça reste une histoire du cinéma qui est plus récente, mais donc du coup, il y a des choses qui existent. Il y a des choses qu'on poursuit, il y a des choses qu'on recrée. Et je pense que cette idée de sustainability, c'est aussi comment continuer à faire perdurer ces choses-là et comment les formaliser un peu plus. Parce qu'une des choses qui est aussi certaine aujourd'hui, c'est que, par exemple, dans le cas du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, disposent de fonds d'État qui, du coup, vont pouvoir être des réels soutiens pour cette création contemporaine. Mais il y a plein de territoires dans lesquels le Cap-Vert, par exemple, dans lesquels ces fonds n'existent absolument pas. Et donc, est-ce que ça permet aussi, par le fait de voir comment ça fonctionne dans des pays, dans l'autre, en fait, de créer ces volontés, ces élans à l'échelle locale. Et donc, je pense que cette histoire ce terme, en fait, de sustainabilité vient vraiment s'inscrire dans cette volonté de consolider, en fait, je pense, consolider ce qui est déjà là. Euh, ouais. Oui, et justement, comme on le disait avant, aussi de créer des liens entre les différents pays du continent africain et de faire en sorte que, que certains films puissent être coproduits entre différents pays, que peut-être certains corps de métier sont euh, plus forts dans certaines régions, dans certains pays, et du coup de permettre justement des échanges entre les différents postes aussi d'un projet pour créer une dimension justement pérenne et vraiment mettre en place un écosystème qui serait aussi imaginé, pensé, créé par des personnes dans les différents pays. Et ceci, oui, ce qui est vraiment le plus important, d'où l'idée peut-être de justement, enfin cette idée de créer aussi des collectifs, de faire en sorte que les personnes se mettent ensemble, réunissent leurs forces pour mettre en place un maximum de structures qu'ils ou elles trouvent importantes, essentielles pour créer en fait une économie, une industrie et un écosystème du cinéma dans leur région. Euh, Ça, c'est une des forces d'Open Doors, finalement, d'aller dans ces directions, de montrer tout cela, mais justement de le montrer, parce que je pense qu'un des succès que je dirais d'Open Doors, c'est justement cette liaison assez spécifique, assez particulière entre industrie et voilà le travail de montrer des films dans un festival. Donc, c'est un modèle un peu particulier, mais qui peut-être pourrait faire peut-être école, je ne sais pas, il faudra en parler avec les directeurs de festivals, mais d'avoir justement des sections qui met au centre aussi tout ce qui est le processus qui mène au film et pas justement seulement montrer des films comme des produits. Mais la question de la soutenabilité, je pense que maintenant, ça vient non seulement en Afrique comme dans d'autres continents, mais ça vient à Open Doors elle-même. Euh, Est-ce que donc, parce que Open Doors, on le sait, elle est entre autres dépendante de fonds aussi, et un fonds très important, celui de la direction du développement et de la coopération
suisse. C'est déjà annoncé, on a déjà parlé longtemps dans des journaux et dans des plateformes. Voilà, justement, pour des raisons de réorganisation budgétaire et aussi dues selon les communications officielles, au fait d'investir. Bon, investir, c'est un mot vraiment mal placé, mais s'occuper de l'armement ou de fournir des aides, par exemple à l'Ukraine. Justement, on se retrouve avec des coupes budgétaires qui ont frappé justement Open Doors. Donc, soutenabilité, tout ce beau travail de soutenabilité, ça va être ainsi une inspiration pour Open Doors elle-même de créer, de devenir un collectif, de s'inspirer justement des processus africains ou je ne sais pas, caraïbiques et autres pour survivre. Question encore difficile, mais au lieu d'avoir votre narration. Bon, déjà, on est très heureux de pouvoir assurer les 4 ans du focus sur le continent africain. Donc, il n'y aura pas d'impact sur ce focus-là, ce qui est déjà génial. Et ensuite, pour la suite, on verra en fait comment la section se réorganise, qu'est-ce qu'on peut imaginer, réimaginer ensemble, où ça va aller, ou peut-être comment ça va se recréer, se réinventer, disons. Mais pour l'instant, on va déjà vivre ces 4 éditions et voir comment ça va, quoi. Et on se réjouit. Et voir beaucoup de films. Donc, nous sommes un peu vers la fin de notre dialogue, de notre discussion. Voilà, il y a des très beaux projets et dans les courts-métrages et dans les longs-métrages à voir à Locarno. Si vous avez peut-être, mais ça c'est encore la l'énième question difficile, ou des titres ou des suggestions, des coups de cœur, n'hésitez pas à nous le dire. Ou sinon, juste inviter notre public à dévorer le programme de Open Doors cette année. Ouais, je pense que dévorer le programme de Open Doors à n'en pas douter. Mais moi, je vais quand même y aller. J'en ai coup Vas-y. de cœur. Je sais qu'on n'est pas censé faire ça en tant que programmateur, mais parce que je trouve qu'il y a, bien entendu, c'est tous, c'est tous des films qui, pour certains, ont eu l'opportunité de déjà voyager en festival. Donc, par exemple, The Bride de Miriam Birira, le film du Rwanda, avait fait sa première à Berlin. C'est un premier long métrage. Et si je dis pas de bêtises, je crois même que Miriam, c'est son premier film. Euh, donc voilà, c'est pareil pour le film de Lee Mo-heng, on l'a déjà dit, qui était aussi à Berlin. Euh, mais moi, j'aime vraiment beaucoup Ominobu de Newman, de Carlos Yuri, Koenig, qui est un film que j'avais essayé de programmer justement à Seitou il y a de ça des années, quand il avait eu des années, 2023, quand il avait eu son étalon d'or documentaire, qui est donc le premier étalon d'or documentaire au FESPACO pour le Cap-Vert, et qui est d'une esthétiquement, en fait, au niveau de sa photographie, d'une beauté, qui est d'une beauté folle, et tout en étant du documentaire, sans être très politique, parle de très finement en fait de la réalité du Cap-Vert, des problèmes d'accès à l'eau, de la difficulté d'accès à certaines ressources dans certains villages, et qui en même temps réussit à faire rentrer de la fiction là-dedans. Et avec un prochain long métrage que le réalisateur est en train de préparer, donc c'est aussi un nom à suivre. Et puis un petit clin d'œil nationaliste pour le film d'Angèle Diaban, Une si longue lettre, qui est un film qui du coup est adapté d'un livre du même nom de Mariam Abba, qui est un livre très très important au Sénégal, qui est lu qui est au programme scolaire et qui donc là est une adaptation qui a été sur laquelle elle travaille aussi depuis des années
Donc c'était un film qui a fait sa première mondiale au FESPACO et qui est aussi sorti en salle au Sénégal. Euh, dans différentes salles, qui fait sa tournée voilà, sa tournée nationale et qui est un film qui parle d'amour en réadaptant ça dans la société moderne sénégalaise. Et c'est une petite fenêtre et c'est extrêmement touchant. Moi, j'ai pas arrêté de pleurer après l'avoir vu, donc je dis ça. Et puis après, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, en fait, je vais faire tous les films. Moi, je vais peut-être en rajouter alors deux autres qui sont les deux films que j'aime beaucoup aussi. Comme ça, on les citera tous, non? Non, mais c'est deux films qui partent un tout petit peu du côté du cinéma de genre aussi, qui amènent quelques éléments comme ça fantastiques, oniriques. Le premier, ce serait le court-métrage Django de Patience Ntumwesiga d'Ouganda, qui raconte en une quinzaine de minutes justement une sorte de moment comme ça en apesanteur où il y a un sort qui est jeté dans une ville et puis deux jeunes femmes sont au centre justement de ce sort qui a été jeté avec un costume design extrêmement intéressant, une atmosphère comme ça presque un peu post-apocalyptique qui est extrêmement belle avec une très belle image aussi et des actrices principales qui portent le film de manière extrêmement belle. Et puis le film d'ouverture de Open Doors qui s'appelle When Nigeria Happens de Emma Edozie Dillon du Nigeria, qui est donc présenté en première mondiale à Locarno et qui est une sorte de mélange entre plein de genres différents qui met en scène notamment une troupe de danse et qui mêle un récit de fiction à travers un récit de danse contemporaine. On est comme ça plongé dans Lagos, dans un contemporain urbain hyper intéressant avec voilà, aussi des acteurs, des actrices qui sont à moitié danseurs-danseuses, à moitié professionnels, actrices professionnelles et qui de nouveau en fait parlent aussi du quotidien, de la jeunesse à Lagos aujourd'hui. Donc un film à pas rater et qui sera présenté demain matin à 11h. Bah, magnifique. Merci beaucoup, Ivy et Delphine, pour aussi cette tour sur les films qui sont présentés maintenant au Festival de Locarno, dans la section Open Doors. Merci encore pour avoir aussi discuté sur cette section, sur les enjeux, sur les difficultés, sur les perspectives. Et oui, et nous attendons justement, comme je disais avant, de dévorer ces films et de découvrir les continents africains par son cinéma. Film Explorer. Thank you for listening to podcast series Fabrica. Stay tuned on Film Explorer.